Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Studio Millennium. Ce soir, nous aborderons un sujet qui traverse 3 films de notre programme. Shift de Pauline Beny, réalisatrice belge, On va tout péter de Lech Kowalski et A New Shift de Jindřich Hendrich, roumain, réalisateur roumain. Ces 3 documentaires s'interrogent sur le monde du travail. Nous aborderons donc la question évolution du monde du travail entre rébellion et reconversion. Pour en discuter, nous accueillerons plusieurs intervenants. Cinéastes, syndicats, travailleurs, entreprises. On commence tout de suite avec la bande-annonce du film Shift de Pauline Beny avant d'accueillir nos premiers invités. Je suis coursier. Sac Deliveroo sur le dos, j'ai livré 5347 commandes. Mais j'avais aucune idée qu'un procès m'attendait. Deliveroo m'attaque en justice. Les livreurs de repas à domicile de la société Deliveroo sont mal pris. On a déjà fait fermer la zone XL lundi dernier et voilà, ça suffit. On a bloqué Deliveroo. Ça va toujours par contre dans le sens de Deliveroo. Ces économies de plateforme ne fonctionneraient pas de cette manière-là si les gouvernements ne l'autorisaient pas. Bienvenue à tous et à toutes dans le cadre de ce nouveau débat du Festival Millennium, un débat qui, comme Sophie vient de vous l'annoncer, traitera de l'évolution du monde du travail entre rébellion et reconversion. Et nous avons plusieurs invités avec nous ce soir pour en discuter. Ici en plateau, Martin Willems, qui est représentant syndical pour la CSC, qui est la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique. Et nous avons également d'autres invités que je vous présenterai tout à l'heure. Vous venez de voir la bande-annonce d'un des 3 films sur lesquels notre réflexion se basera, le film Shift, qui traite, comme vous l'avez vu, d'un travailleur, d'un coursier de l'entreprise Deliveroo Belgium, qui se voit obligé de passer pratiquement du jour au lendemain d'un statut de salarié à un statut d'indépendant. Alors, Martin, vous intervenez dans le film pour défendre les intérêts du travailleur en question et vous êtes, donc, comme je l'ai dit, représentant syndical de la CSC et plus précisément de la section United Freelancers qui défend, si je ne me trompe pas, les intérêts des travailleurs qui ont pris volontairement ou non un statut de travailleur autonome. Oui. Alors, comme on le voit dans Shift, Jean-Bernard Robillard, qui est le protagoniste principal, se voit confronté à cette délicate situation en devant prendre un statut d'indépendant qui en fait a toutes les apparences d'un statut de faux indépendant. Est-ce que c'est un phénomène des faux indépendants auquel vous êtes régulièrement confronté dans vos activités quotidiennes ? Oui, très certainement. Le phénomène des faux indépendants n'est pas un phénomène neuf. Il existe depuis fort longtemps, depuis certainement plusieurs dizaines d'années, et ce dans tous les secteurs. Un secteur qui est très emblématique à cet égard, c'est celui de la construction, où c'est très fréquent, mais aussi celui du transport. Donc les plateformes dont on traite avec la plateforme Deliveroo dans le film Shift remettent ça en lumière de façon fort crue, fort impressionnante, d'autant plus qu'elle le théorise. Voilà, parce que c'est nouveau, parce que c'est visible, parce qu'on utilise aussi là le prétexte technologique pour justifier cette situation. Mais en fait, c'est une situation très ancienne et qu'on retrouve dans tous les secteurs d'activité, y compris les plus traditionnels. Et ce qui est un peu frappant dans le film aussi, c'est qu'on a l'impression que très souvent ces travailleurs sont très peu au courant en fait des choses auxquelles ils ont droit ou de ce qu'ils peuvent revendiquer. Il y a par exemple cette commission dont on parle dans Shift, qui est la CRT, oui. La commission administrative du règlement de la relation de travail. Oui. C'est une commission dont moi-même j'avoue n'avoir jamais entendu parler et on vous voit d'ailleurs faire un travail d'information auprès des personnes concernées. Comment se fait-il que ces choses-là soient aussi peu connues finalement ?
Pourquoi la CRT précisément est peu connue, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. D'ailleurs, moi-même, jusqu'il y a quelques années, je n'en connaissais pas non plus l'existence. Bon, je ne sais pas, mais vous dites, ces travailleurs connaissent finalement relativement peu leurs droits et je dirais même leur situation. Vous savez, être indépendant en Belgique, c'est pas de la petite bière, enfin, c'est quelque chose de sérieux. Il faut se déclarer, prendre une caisse d'assurance sociale, il faut se déclarer auprès de la TVA, il faut, pour faire les choses bien, il faut tenir une comptabilité aussi. Alors soit on le fait soi-même, soit on la délègue à un tiers, mais enfin c'est... Bon, et d'ailleurs, dans l'imaginaire du public, on n'est pas indépendant pour gagner 1 500 € par mois. Hein. Quand on est indépendant, c'est qu'on a une activité qui, alors évidemment, qui connaît des variations. C'est le principe, c'est le risque même de l'activité indépendante, mais d'un certain volume. Et là où je trouvais que c'était particulièrement effarant de voir ce statut d'indépendant qui était à l'époque imposé à ces travailleurs qui, pour beaucoup, étaient très jeunes, pas tous, mais en tout cas, étaient plutôt des travailleurs précaires, donc des travailleurs aussi parfois avec un background étranger, alors parfois à la 2e ou 3e génération, mais parfois très récent, et donc très très peu au fait des règles en Belgique. Et quand j'ai vu des jeunes qui comme ça s'inscrivaient, parce qu'on le faisait en quelques clics, hein, Deliveroo c'était organisé avec une caisse d'assurance sociale qui, moi je trouve qu'elle ne faisait pas bien son travail, parce qu'elle permettait en quelques clics de se déclarer comme indépendant, pour après retrouver des jeunes qui me disaient monsieur, expliquez-moi, je reçois un papier de cette caisse d'assurance sociale qui me demande de payer des cotisations sociales, mais pourquoi? Je leur dis, mais vous êtes devenu indépendant. Mais ils ne savaient en fait pas du tout ce que ça signifiait. Ça, c'est très grave en fait. Oui, une situation effectivement perturbante. Je propose d'ailleurs déjà qu'on regarde un extrait du film Shift pour qu'on puisse ensuite en discuter. Brutalement, en juillet 2017, Deliveroo a déménagé le service client de Bruxelles à Madagascar. Ils ont licencié 14 personnes. Maintenant, si on avait un pneu crevé ou si le client ne répondait pas, c'est Madagascar qu'on devait appeler. Et on n'avait pas le droit de connaître le prénom de la personne qui nous aidait. Alors que même l'algorithme qui nous attribuait nos courses avait un nom. Il s'appelait Franck. Je suis allé voir Mathieu, je lui ai demandé si je devais m'inquiéter pour mon boulot. Il m'a assuré que non. Il m'a donné sa garantie, il m'a demandé d'en parler aux autres coursiers, ce que j'ai fait. J'étais vraiment rassuré. Vous les croisez parfois à vélo avec leur coffre vert sur le dos. Les livreurs de repas à domicile de la société Deliveroo sont mal pris. Leur employeur vient de changer leur mode de rémunération. Fini en effet les contrats de travail. À partir du 31 janvier, ils ne seront plus payés qu'à la course. Les livreurs seront donc des indépendants. Une formule qui diminuerait drastiquement leurs revenus et leur protection en cas d'accident. À partir du mois de janvier, tous les coursiers de Deliveroo doivent changer de statut. Ils devront tous devenir indépendants car selon Deliveroo, ce nouveau système leur sera profitable. Nous estimons que le nouveau statut se prête beaucoup mieux au métier de livreur car il permet d'avoir plus de revenus, d'être plus flexible et de permettre aux livreurs d'organiser le travail autour de sa vie et non l'inverse. Grâce de nouveau à ce système d'assurance, qui plus est, ça leur permet de garder ce niveau de sécurité qu'ils méritent. Donc oui, nous estimons que le nouveau système est meilleur. Alors Martin, vous venez d'entendre cet extrait et cet extrait se termine par une déclaration de Mathieu de l'OPEM, qui était à l'époque le general manager de Deliveroo Belgium. C'est une déclaration très optimiste et très enthousiaste, mais on a quand même évidemment un peu de mal à y croire compte tenu de l'expérience vécue sur le terrain par les travailleurs et les coursiers à l'époque. Et une autre chose qui m'avait d'ailleurs un peu marqué, c'est que le même Mathieu de l'OPEM, lorsqu'il a quitté la société en 2018 pour aller vers d'autres responsabilités, déclarait dans les médias qu'il quittait la société serein et que le business allait bien. Alors c'est tout de même un contraste très fort par rapport à ce qu'on voit dans le film quand on entend les commentaires
des principaux concernés. Mais ça illustre, parmi autres choses, une véritable campagne de communication. Parce que les plateformes, on parle ici de Deliveroo, mais on peut parler aussi d'Uber, qui est un petit peu le chef de file, je dirais, de cette Kenny plateforme, ont une argumentation très étayée et qu'ils assènent régulièrement. D'abord, le fait que ce statut d'indépendant est celui que les coursiers veulent, parce qu'ils veulent la flexibilité. Alors, bien sûr, ils veulent une certaine flexibilité, mais c'est possible aussi dans le cadre d'un contrat salarié. Un contrat salarié, ça ne veut pas nécessairement dire un CDI à temps plein. Hein. Il y a des contrats de salariés à temps partiel, des contrats à durée déterminée, et il y a le système de l'intérim aussi, qui est la flexibilité très forte dans le domaine du contrat salarié. Donc oui, une véritable argumentation, mais aussi, comment dire, une certaine capacité à dire des choses fausses en disant que voilà, ça passera un certain temps. Et c'est quand on dit par exemple, on dit souvent, mais je crois que c'est quand même éclairant, et c'est pas ma préoccupation principale, mais en tout cas les plateformes, pour la plupart, les Uber et les Deliveroo, n'ont jamais fait de bénéfices. Or, elles existent quand même depuis un certain nombre d'années. Mais elles disent, mais tout va très bien. Et elles invitent des investisseurs à investir, et elles ont beaucoup de succès en bourse, c'est ce qui leur permet d'ailleurs de tenir. Et donc, voilà, c'est quand même un langage qui, même d'un point de vue strictement économique, est quand même très surprenant, parce qu'une entreprise qui ne dégage pas de bénéfices, dire que tout va très bien et attirer les investisseurs, c'est étonnant. Alors après, dire c'est le statut d'indépendant qui conviendra le mieux aux coursiers, bon, c'est purement gratuit. Alors attention, je n'ai pas dit que dans certains cas précis, ça pourrait être peut-être la meilleure solution pour certaines personnes, mais c'est certainement pas la généralité. Et ici, il a été imposé. En plus, une situation qui, et je n'ai rien contre le statut indépendant, quand cette indépendance est choisie et qu'elle est réelle. Ça, c'est très important. Mais ce qui est terrible dans la situation, c'est qu'il n'y a aucune indépendance. Il n'y en a aucune parce que vous êtes contrôlé de A à Z par le système de gestion électronique, informatique, par l'algorithme, comme on dit, au point même que vous ne savez même pas ce que vous allez faire dans la demi-heure qui suit. On vous propose une commande, on ne vous dit même pas, on vous dit où il faut aller la chercher, on ne vous dit même pas où il faut la livrer après. Ce n'est qu'au fur et à mesure des étapes, quand on est sûr que vous avez été jusqu'au restaurant, que vous l'avez prise, qu'on vous dit minute après minute ce que vous devez faire. Donc, comment est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, parler d'indépendance? Bon, ceci dit, quand il promettait ou quand il se faisait fort qu'avec le statut d'indépendant, les coursiers gagneraient plus, je peux vous affirmer, et ça, aujourd'hui, on a des statistiques, on a pu le constater, que c'est faux. Donc voilà, une grande capacité à dire des choses fausses. Donc, écoutez, c'est une technique de communication. C'est un contraste en tout cas entre les déclarations et la réalité de terrain qui hélas se constate dans beaucoup de cas. Et alors justement, je reviendrai vers vous un tout petit peu plus tard, mais c'est l'occasion justement d'évoquer une autre réalité douloureuse, celle des anciens travailleurs d'une entreprise, l'entreprise GMS. Et c'est avec ce deuxième film, On va tout péter, que nous allons poursuivre notre réflexion dans la première partie de ce débat. Et avant de rejoindre nos autres invités, je vous propose justement de regarder la bande-annonce de ce film On va tout péter. Et aujourd'hui, on est en train de revendiquer le droit de travailler et de vivre. Parce que là, on est en train d'engraisser des gros porcs. Vous passez 30 ans dans une usine ou 40 ans, vous savez faire quelque chose dans cette usine, vous êtes quelqu'un dans cette usine. Mais sorti de l'usine, vous ne savez plus rien faire. C'est toute notre vie, c'est-à-dire. Le mec qui perd son boulot dans un département comme la Creuse, on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Marseille, on n'est pas à Paris là. Il sait que en ayant 50 ans de moyenne d'âge, où voulez-vous qu'il retrouve du boulot? C'est vrai.
c'est ça qui est inadmissible. Quand vous voyez aujourd'hui les bénéfices qu'ont fait PSA et les bénéfices qu'ont fait Renault, c'est donc la meilleure année depuis presque 10 ans. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. L'engagement qui a été pris par le président de la République et qu'il fallait qu'une cellule de crise soit mise en place. Et cette cellule de crise va travailler à la mise en œuvre d'une reprise. Est-ce que c'est pas une offre pour nous repousser et puis attendre, et puis nous emmener à la fin? Et madame, je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. Viens voir. On va être licenciés, de toute façon on risque plus rien. Allez, partez. Bien sûr que le blocage continue. Demandez aux collègues, vous croyez qu'ils vont partir comme ça? Vous craignez l'intervention des CRS? C'est vrai, on risque quoi? Qu'est-ce qu'on risque? Là, on est tous en sursis. Si on est là, vous croyez que ça nous fait plaisir? Comment ça s'appelle quand le service public, c'est-à-dire vous faites du gardiennage dans des sites privés, ça s'appelle comment ça, du gardiennage? Eh ben c'est pas normal. Bah non, non, parce que c'est nos impôts qui les payent. Aujourd'hui, vous êtes le PDG de la nouvelle société, peut-être l'âme ou je sais pas comment elle s'appelait. Mais aujourd'hui, monsieur, je sais pas si je serai licencié, mais monsieur Martineau, les donneurs d'ordre qui sont Peugeot et Renault, vous pouvez pas nous dire, leur demander s'il vous plaît, pour nous, demandez-leur une supralégale. S'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande, monsieur Martineau. Je vois bien que malheureusement sur le visage de certains, les lettres sont tombées et que la vie va changer demain. Alors je le répète, c'est pas fini. Moi, représentant du personnel, je sais pas quand ma lettre va tomber. Mais qu'elle tombe ou qu'elle tombe pas, c'est pas le problème. Je serai quand même toujours du côté de ceux qui vont être licenciés. Même si je suis gardé, ça changera rien. Des terroristes, on est juste des salariés qui défendent leur emploi, c'est tout. Voilà, nous sommes donc rejoints dans ce débat par plusieurs intervenants. Tout d'abord, Jean-Marc Ducourtiou, qui est un ancien représentant syndical de l'entreprise GMS, et également Laurence Pache, qui est à ses côtés et qui est membre de l'association de soutien de ces anciens travailleurs. Et puis également, nous aurons quelques mots avec le réalisateur du film, Lech Kowalski, et la productrice du film, Odile Allard. Alors merci à vous quatre d'être présents ce soir avec nous. Jean-Marc, vous avez pris part à ce long et douloureux combat de GMS en tant que représentant du syndicat français CGT à l'époque. Le film a été tourné il y a 3 ou 4 ans, je crois, et depuis lors, l'entreprise a été reprise. Elle a changé de nom et elle a conservé environ 120 travailleurs sur les à peu près 280 qu'elle comptait à l'origine. Ce que je voulais savoir, c'est comment se passent les choses là-bas aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que tout le monde est quand même un petit peu désabusé par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années. Tout à fait, parce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a laissé pas mal il y a pas mal de collègues qui sont encore dans la problématique. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on nous avait promis au niveau de la reprise, c'est-à-dire que les 120, c'était mieux que rien, c'était le leitmotiv de nos ministres de l'époque et de présidents de l'époque, et qui sont toujours les mêmes. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que mes collègues actuellement, sur les 120 salariés conservés, le travail n'y est pas encore, quoi. Donc ça fait déjà, la reprise, ça fait déjà 3 ans et demi maintenant, et les promesses des gros donneurs d'ordre de l'époque, qui sont PSA et Renault, qui nous font travailler depuis les années 70, sont pas au rendez-vous, quoi. C'est ça le problème. C'est qu'on a sacrifié 157 personnes pour en garder 120 pour pas grand-chose. Voilà. C'est le petit constat que je peux faire actuellement. D'accord. Et vous, Laurence, alors vous êtes active dans une association de soutien. Comment ça se passe concrètement, votre action? Alors, en fait, ce combat, il est intéressant. Je pense qu'on le ressent dans le film. Il a rassemblé autour de lui des personnalités assez diverses et différentes. Il y a eu
le film de Lec dont vous avez vu la bande-annonce tout à l'heure, mais également une bande dessinée, et puis d'autres productions culturelles, et puis plein de gens qui sont venus se greffer à ce combat. Et en fait, ça a maintenu, chose qui est assez rare, je trouve, ça a maintenu l'esprit de combativité depuis 3 ans et demi. Donc, on a soutenu évidemment toutes les différentes mobilisations autour des différentes phases juridiques, des différentes contestations de plans sociaux, etc. Et puis aussi, on a travaillé de manière assez novatrice à la rédaction d'une proposition de loi que je vais vous montrer ici. Voilà, parce qu'elle a été déposée en bonne et due forme à l'Assemblée nationale en France par un ensemble de députés. Et donc, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que de façon tout à fait nouvelle, un collectif de salariés décide soudainement de passer du combat particulier à une logique d'intérêt général en se disant il y a un vide juridique, les donneurs d'ordre font n'importe quoi avec leurs sous-traitants, donc nous on décide qu'on va aller porter le fer là directement là où il faut le porter, quoi. Et donc ça a donné ce projet de loi, cette proposition de loi qu'on continue à porter, qu'on espère maintenant porter jusqu'à l'Union européenne. Donc voilà, on est assez déterminés et motivés, et c'est ça que je trouve assez fort dans ce combat, c'est que avec toutes les difficultés qu'on a traversées tous ensemble, et qui continuent, comme Jean-Marc vient de le dire, d'être très présentes, il y a aussi une très forte cohésion et une très forte camaraderie qui fait que on continue à lutter et à pas laisser les choses qu'on nous présente comme des fatalités s'installer dans nos têtes, quoi. Jean-Marc, il y a eu une récente décision de justice qui stipule que 4 anciens travailleurs pourraient revenir travailler au sein du sous-traitant automobile qui s'appelle aujourd'hui LSI. Qu'en est-il à ce niveau-là ? La demande a été faite et on attend la réponse de la nouvelle direction. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'est des personnes qui étaient dites salariés dites protégés, qui avaient été licenciés par une décision administrative. Et comme on a porté le PET très haut et qu'on a eu gain de cause au niveau du PSE, on s'est représenté devant un tribunal administratif et on a eu gain de cause. Ce qui fait que oui, il y a éventuellement 4 personnes qui pourraient être réintégrées. D'accord. Je propose que l'on voit justement un extrait du film, suite à quoi nous pourrons discuter un petit moment avec Lech Kowalski et Odile Allard. Do factories exist only to make money at the expense of people, at the expense of the environment? At the expense of governments to be able to actually govern? What happens when the consumers become too poor to consume because the factories have abandoned them for cheaper labor and bigger profits? After 3 days, Renault, PSA, and the government agreed to a meeting, and the blockade ended. The meeting in Paris took place, but not much of value was decided. The biggest issue for the workers is that they don't want anyone to lose their job. But if all fails, they want the workers who are fired to be able to get the super legal. I call that the working man's golden parachute, even though the amounts are minuscule compared to what corporate executives receive. To put this in perspective, Carlos Tavares, the head of PSA, earned 6.7 million this year. And Carlos Ghosn, the head of Renault, earned 7.25 million euro this year. And he's also the head of Nissan, and he earned 8.8 million there, which brings his earnings for just this year to 15.8.
Voilà un constat effectivement assez amer que pose le réalisateur Lech Kowalski que vous venez d'entendre. Et justement, je voudrais m'adresser à lui et à la productrice Odile Allard qui sont avec nous aussi ce soir. Bonsoir à vous deux. Lech, il y a également un autre commentaire que vous faites dans le film et qui est, je trouve, très, très pertinent. Vous dites, nous ne sommes plus des citoyens, mais des consommateurs. Les consommateurs peuvent-ils se rebeller, créer du changement social? Les consommateurs sont-ils des victimes, des prisonniers, des entités qui leur fabriquent des choses? C'est un constat qui est assez désespérant. Oui. I mean, I'd like to answer this in another kind of way. Je vais répondre d'une autre manière. Because there is a relationship between that and what Parce qu'il y a une relation you were talking about about the previous film. entre ça et le précédent film dont vous parliez. And particularly the word independent. Et surtout le mot de indépendant. There is no such thing as independent when you're dealing with corporate reality. Il n'y a rien d'indépendant quand vous avez affaire à des grosses corporations comme ça. I mean, in all of these realities, Dans toutes ces réalités, there is no such thing as il n'y a rien independent. d'indépendant, il n'y a aucun indépendant. And if that word is used, it's used by the corporations Et si ce mot est utilisé, il est utilisé par les grandes entreprises to make things look sexy. pour rendre les choses sexy. But you have to realize that it's Mais il faut really réaliser the better word to use would be the word esclavage. que le mot le plus approprié, c'est plutôt l'esclavage. These corporations, Ces grandes compagnies, they spend millions of dollars elles dépensent des millions de dollars to create a structure pour créer une structure that allows them to abuse people. qui les autorise à abuser les salariés, enfin les gens qu'ils emploient. And whatever contractual agreements people enter into, Et quel que soit le contrat qu'il y a avec les gens qui travaillent pour eux, the only way they can actually fight in the context la seule is façon is to be like the GMS workers. pour les gens qui travaillent pour ces entités, c'est d'être comme les salariés GMS en fait, de se rebeller. And to be organized as a union or as a Et d'être group, organisé dans un syndicat ou dans un groupe, fully realizing that they are fighting a system where they et de réaliser qu'ils se battent contre un système that would prefer to break the workers down so they are in fact like slaves, which is really kind of qui what they are. préférerait que justement les gens soient des esclaves et qu'il n'y ait pas cette union entre les travailleurs. And the workers, the GMS workers, they understood that. Et les salariés de chez GMS, ils ont compris ça. Because not only do they want to, to keep their jobs, but they also understand that they're, 30, 40 years of working in this corporation. Ils voulaient garder leur boulot, mais en plus, Allow them to create, to fight and create even regulations for themselves so they can actually live like real human beings and not be under the thumb of this corporate kind of reality. et en fait, ils voulaient créer. Well, they over the years, they created conditions for themselves to make it better. En fait, au fil des ans, parce qu'ils ont toujours été, ils se sont toujours battus, en fait, ils ont réussi à créer des conditions qui étaient assez favorables pour eux-mêmes au prix de ces batailles constantes, en fait, et de ces syndicales. But this thing that I said that you quoted from the film, I Ce mean, que j'ai dit dans le film, que vous avez repris, I think that something that the workers probably had to really think about is how do they fit into things, and je pense que c'est quelque chose que les salariés ont eu à réfléchir sur cette question, sur comment ils s'intègrent. and in fact, as a consumer, Et en tant que consommateur, can you actually fight the system? est-ce que c'est vraiment possible de se battre contre le système? And that question, I think, is going to be bigger and bigger as Cette question va être de plus en plus grande, as de we plus en plus enter importante, as we enter into this very complex world of corporations controlling our reality. puisqu'on est dans ce monde où en fait toutes ces grandes multinationales contrôlent la réalité. And at one point, it'll probably involve the environment. Et Environmental en plus, matters. il y aura aussi des questions environnementales qui vont se greffer là-dessus. And so I see this as really a way to allow the workers to organize themselves around this question. Et je vois ça comme what do you mean this?
this question that I pose, you know. Ah, mais en fait, donc j'ai posé cette question parce que je pense que les gens doivent s'organiser autour de ça pour faire face à ce qui se passe, quoi. And I pose this question in the film. Je pose cette question dans le film. Really, not just for the audience, but also for the workers. Pas seulement pour le public, mais pour les salariés aussi. Alors justement, cette question-là, je trouve qu'elle est très intéressante et j'avais justement envie de me faire un peu l'avocat du diable pour terminer cette première partie de débat. Parce qu'il y a un livre qui vient de paraître en France qui s'appelle « En lutte, les possibles d'un syndicalisme de contestation ». Et le résumé de ce livre, c'est le suivant. Le mouvement des Gilets jaunes, d'abord éloigné des syndicats, est un révélateur inattendu de leurs difficultés. Englués dans le dialogue social, incapables de faire plier les gouvernements successifs, pris dans des enjeux de rivalité interne, les syndicats peinent à élargir leur base sociale et à peser sur les mobilisations. C'est un résumé intéressant, Martin Wilhelms, parce qu'il pose une question importante. Et je voulais justement demander un peu l'avis de chacun d'entre vous, parce que quand on entend le titre du film « On va tout péter », on a un peu l'impression aujourd'hui que justement au niveau du combat syndical, on ne pète plus grand-chose. Il y a souvent beaucoup de grandes déclarations lors des manifestations, mais est-ce que justement on n'est pas un peu trop englué dans le dialogue social? Alors je ne veux pas dire qu'il faut faire une révolution comme en 1789, mais on ressent quand même qu'au niveau des travailleurs, à la base, il y a une colère et un vent de révolte qui soufflent, mais qui n'arrivent plus à tout renverser. Je crois que c'est vrai. Et je crois que ça pose évidemment la question pas du syndicalisme, hein. Je crois que le syndicalisme, en tant que réflexe des travailleurs pour défendre leurs conditions de travail, existera toujours. Mais ça pose certainement la question de l'organisation sociale, de ce qu'on appelle la concertation sociale dans notre pays. D'autant plus que le syndicalisme se nourrit de victoires. C'est parce qu'on obtient un certain résultat que les travailleurs ont confiance dans le mouvement et y adhèrent. Le syndicalisme a toujours, en tout cas dans nos pays, a toujours eu deux faces assez paradoxales. C'est à la fois un instrument de révolte, parce qu'il est porté par la révolte de travailleurs qui étaient exploités et qui veulent améliorer leurs conditions de travail. Mais d'un autre côté, il fait partie du système et il est institutionnel. Et donc, on en vient parfois à se poser la question si la partie institutionnelle n'a pas trop pris le pas et si, dans cette partie institutionnelle, on n'est pas en train de se faire avoir. Et pour revenir à cette question du développement important des indépendants, mais on peut parler de la sous-traitance, parce que le lien entre les deux films et les deux problématiques, elle est évidente. L'indépendant, en tout cas ceux dont on parle, qui sont pieds et poings liés à des donneurs d'ordre, c'est finalement des sous-traitants, des entreprises sous-traitantes réduites à une personne. Mais c'est la même problématique. Lorsque dans le film On va tout péter, finalement ce film, c'est les travailleurs d'un sous-traitant qui disent mais le vrai responsable de notre condition, c'est le donneur d'ordre, c'est Renault et c'est PSA. C'est eux qui doivent prendre la responsabilité vis-à-vis de nous. Mais donc ce détour vers l'indépendance et la fausse indépendance ou la sous-traitance, c'est finalement les employeurs qui veulent se dégager de leurs responsabilités, les responsabilités qu'on leur a reconnues au fur et à mesure des luttes sociales. Et donc c'est finalement prendre la tangente par rapport à tout ce qui a été construit. Et donc là, je crois qu'il est c'est le moment de remettre les choses à plat et de dire vous avez triché dans le système et on le redéfinit et on recommence à jouer correctement, sinon ça va péter, c'est sûr. Jean-Marc, votre réaction par rapport à ça? Disons qu'il faut savoir, c'est que au quotidien, les syndicats bougent et essayent de faire bouger les choses, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un élan, on va dire, de solidarité derrière tout ça, ce qui manque, parce qu'on est quand même dans une société de plus en plus individualiste, et c'est vrai qu'il est de plus en plus compliqué de mener des luttes à terme et d'arriver jusqu'à in fine à gagner cette lutte, parce que derrière, il n'y a pas 4 ou 5 ou 6 ou 7 millions de personnes. Ça, c'est un fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'était que 277, et on n'a pas baissé les bras, et on a été jusqu'au bout, et on continuera jusqu'au bout. Et justement, pour intervenir là-dessus, au niveau de la responsabilité des donneurs d'ordre,
c'est justement notre loi qu'on veut amener jusqu'à l'Europe pour justement responsabiliser ces gens-là, quoi. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, Renault était dirigé par Ghosn, et vous voyez ce qu'il a pu advenir de ce personnage. Donc c'est ces gens-là qui dirigent ces entreprises, c'est ces gens-là qui font du mal à nos sociétés. Et ce serait quand même bien qu'on regarde de près et qu'on les surveille et même qu'on les légifère là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Lech Kowalski, peut-être un tout dernier mot? I mean, the one thing that was very impressive La chose qui était très impressionnante during the GMS fight pendant la lutte des GMS was the lack of any kind of political will to help them. c'est qu'il n'y avait pas de volonté politique de les aider. And I think this is a very key area Et ça, where c'est un secteur clé. maybe that's the only place to be able to fight the corporate system. C'est la seule manière de se battre contre ces multinationales. And what I saw during the entire fight as we were filming was that the politicians Et ce que j'ai vu pendant toute la lutte qu'on a filmée, from every level, c'est que les politiques de tous les niveaux, they never helped. They actually made Ils ont jamais aidé. things more difficult for them ils ont même rendu les choses plus difficiles pour les salariés. because they always take the side of the multinational Parce qu'ils se mettent corporation, tout le temps du côté des multinationales. especially Et des under the shadow of Macron. Et surtout avec Macron, avec le gouvernement Macron. I mean, this is nothing new. This is happening everywhere. C'est rien de neuf, ça se passe partout. But at the end of the day, Mais à la fin de la journée, after looking at this, for many years, et après avoir regardé ça pendant des années, enfin constaté ce constat pendant des années, the only way we can have any kind of power to fight these la corporations seule manière d'avoir un pouvoir is pour se battre contre ces multinationales, through political structures. c'est à travers des structures politiques fortes. And if you look at China, Et si vous regardez la Chine, China has created a political structure where la Chine a une structure politique that has made them the power that they are. qui a fait qu'ils sont le pouvoir qu'ils sont. So if we're going to fight the system, we have to fight with the kind of power that China has taken. Si on veut se battre contre ce système, il faut avoir une sorte de pouvoir un peu comme le pouvoir chinois. And this will Un pouvoir politique fort, quoi. Right. And this will require some serious reorganization Et donc il faut une organisation sérieuse. in how workers even organize Comment themselves now. même les travailleurs s'organisent entre eux. And I'm not even sure that Et je suis même pas sûre the existing unions que les syndicats existants are working in the proper way. travaillent d'une manière satisfaisante. And it's a big subject. Mais c'est un grand sujet. D'accord. Je vais vous remercier tous pour votre participation à cette première partie de débat. Lech, Odile, merci beaucoup. Jean-Marc et Laurence, merci à vous deux aussi. Et Martin Williams ici en studio, merci beaucoup pour votre participation. Et donc, vous l'avez entendu, des réalités difficiles, complexes par rapport à ce monde du travail. Mais pour la deuxième partie de notre débat, nous avons quand même eu envie d'apporter une note d'espoir. Et c'est pour ça que la thématique du débat parle de rébellion, mais aussi de reconversion. Et nous allons en discuter dans quelques instants avec notre prochaine invitée, Anne Catelin. Mais je vous propose tout d'abord de voir un commentaire du réalisateur du film New Shift, sur lequel va se baser notre réflexion dans cette dernière partie. Le réalisateur dont j'espère bien prononcer le nom, Jindřich András, qui est un réalisateur tchèque et non roumain, comme on l'a annoncé au tout début de ce débat. Hi, my name is Jindřich András. I'm a director of a film called A New Shift, which hopefully now you can see at the Millennium Film Festival. The film is about a miner named Thomas, who was his whole life digging coal underground in a coal mine. And then the mine was closed and he had to choose what to do next in his life. And he decided to do a radical life change and to retrain and try to become computer programmer. And what was really interesting to me when I heard about this project, like
that they want to retrain miners, and it was this kind of a requalification program, was that there is always some culture connected with certain type of job, and I would expect that to be a good miner you need a very different skills than to be a computer programmer. But not only like education and hard skills, but also like the way you communicate with your colleagues, etc. And so for Thomas, there was a really big demand for adaptation. Like for me, it's a film about adaptation, and what does it cost for Thomas to adapt? Like, will he be able to keep himself, like the original himself, to succeed, or not? And then what was very interesting to me was like, how is that even possible? Like these days, like because the retraining was only 4 months long, how you can even have a chance to become a programmer after 4 months of study? And the thing is that there is so huge demand for programmers on the labor market that for the companies it's a lucrative thing to hire you, even if you know only the basics, and then educate you in the company for 1 or 2 years, and then work for the company. And so that was very interesting to me, that as there is this huge, let's say, world work revolution, it really gives this, new possibilities and options. And the question is, like, if the people will be able to retrain, and for what costs, and is it a necessity? Voilà, merci à Jindřich Andrej de nous avoir présenté son film. Et je vais donc maintenant m'adresser à notre dernière invitée de ce débat, qui est Anne Catelin. Anne Catelin, bonsoir. Vous êtes la CEO de Federgon, qui est un important prestataire de services RH. Alors, vous l'avez vu dans le film A New Shift, la reconversion étonnante de cet ancien mineur qui devient à un peu plus de 40 ans programmeur informatique. Alors, c'est évidemment un exemple étonnant, très positif. Mais est-ce que vous pensez qu'un tel exemple peut être aussi possible en Belgique? Est-ce que les structures existantes permettent à un travailleur chez nous d'opérer une telle reconversion? Bien sûr, et oui, c'est quelque part aussi un rêve pour tout le monde ou pour beaucoup de personnes, mais on doit partir de plusieurs faits en fait. Il y a et pour l'instant on est encore toujours en période Covid, évidemment, mais tout de suite après on verra de nouveau une pénurie. Donc on a besoin de tout le monde qui peut travailler devra travailler. Donc ça c'est un fait. Un deuxième fait, c'est que question de la pension et du fait que tout le monde devra travailler plus longtemps. C'est un deuxième fait. Et donc là, je pense que c'est très important que chaque travailleur soit à sa place. Et donc pour être à sa place, ça veut dire aussi, comme dans le film, que quelqu'un qui a travaillé comme mineur, c'est très bien, mais s'il n'y a plus de demande, il faut quelque part partir des compétences de la personne. Et dans le film, on a vu que cette personne avait beaucoup de compétences. Et donc comme ça, il a pu se former pour faire autre chose et commencer une nouvelle carrière. Donc en Belgique, évidemment, c'est possible aussi. Alors que l'on soit sans emploi ou toujours avec un emploi, la formation et l'apprentissage continu remplissent, je crois plus que jamais, un rôle vraiment crucial pour le bien-être au travail, mais aussi dans
dans la vie personnelle. Je suppose qu'avec la crise du coronavirus que l'on connaît maintenant depuis 1 an, les entreprises ont dû quand même s'adapter, se sont retrouvées confrontées à un gros défi. Oui, tout à fait, tout à fait. Le défi est énorme et on a un peu peur aussi que dès que les mesures de soutien vont être arrêtées, qu'il y aura encore plus de licenciements. Donc, allez, ça c'est quelque chose qu'on va constater. Mais quand même, c'est très important de garder l'esprit positif et quand même de réfléchir sur les compétences de tout le monde. Et donc, en fait, la formation et l'apprentissage continu, c'est essentiel. Et on peut aussi appeler ça la reconversion, même la requalification de toutes les personnes et le perfectionnement. Donc, en anglais, ça s'appelle le reskilling et le upskilling. Et donc, en fait, ça c'est la méthode clé pour aider, en fait, à que tout le monde trouvera son emploi de rêve, j'aimerais dire. Donc, en fait, que c'est important pour chaque travailleur d'être à sa place et de ressentir, en fait, une motivation et un bonheur au travail. Et donc, comme ça, c'est important d'être ouvert à toute possibilité de se former, de faire une reconversion si c'est nécessaire, mais quand même d'être ouvert à tout ça parce qu'on ne sait pas tout ce qu'on peut faire. Et en fait, allez, ça se montre dans le film aussi que quelqu'un qui pensait que oui, je travaille là-bas et je ne sais pas faire autre chose, que avec évidemment un effort important, cette personne a retrouvé le bonheur de travailler. Et ça, c'est un message formidable. C'est intéressant justement ce que vous dites et j'aimerais rebondir là-dessus pour que nous regardions justement un extrait du film New Shift. Ani půl roku od uzavření dolu Paskov v něm stále neprobíhá technická likvidace. Důvodem je chybějící studie o vlivu na životní prostředí. Kdy bude likvidace zahájena a jak firma odepíše zásoby, není jasné. Část horníků, kteří z Paskova v březnu odešli, už mezi tím změnila práci. Někteří se rekvalifikovali i na IT specialisty. Dneska umím základy objektově orientovaného programování ve více programovacích jazycích. Místo přilby a montérek, notebook a klávesnice Tomáši Hysemovi se změnil život od základu. V březnu odcházel z šachty, skončil na Vysoké škole báňské a dnes programuje. A to strašně pěkně vypadá, že tady Tomino dělá nějaký kurz nebo tak nějakého aťáku. Ale jako kdo teďka z těch horníků, kterým je kolem 50 až 60 let, má tu práci? Nemá nikdo. Ty máš? Nikdo. No ale ty víš prostě, že tě to programování nebude živit, že? Ty jsi s tím prostě obeznámený, ale ta televize to tam potřebuje prostě dát. A už víme, že jsi prostě na takové věci starý a tohle je doména prostě mladých lidí, tohle to je úplně nebylo. Dobré, tak jako ale dobře, i starší lidi se dokážou. Ale dobře, jako za sebe, jako myslíš si, že by se živil jako programátor? Jako za začátku jsem si to myslel, to není divné. No, proč vás vůbec do toho tahají, jako, že oni vás prostě vystavují v oborech, ve kterých vlastně prakticky nemáte co dělat, jenom proto, aby ukázali, že takový dispozici jako vy neříkej, na to mají. Jako nikdy nemůžeš říct o někom, že tam nemá co dělat. Já vím, že nejseš úplně nejstarší a ještě se můžeš co ale ty jsi úplný débil, vole. Jako já to neberu tak, že jsem starý nebo mladý. Jako nemůžeš nikdy říkat, vole, že ty nemáš v tom oboru co dělat. Jako to je, vole, jak dlouho se učíš programátorem, jako? Jako to je úplně irrelevantní. Rozumíš? Tak kurva co? Tak co? Mám se nechat jít zastřelit, protože jsem kurva byl 25 roku na šachtě a už se na nic nehodím, kurva? Tak jsi to myslel? Jako mám se jít nechat, vole, pícnout? Mám jít na ty jatka, kurva, do Martinova, vole, nechat se tam to jateční. On vient de voir dans cet extrait un passage assez interpellant puisqu'on voit les amis, les proches de Thomas qui ne croient visiblement pas du tout à sa reconversion. Et donc je voulais vous demander, Anne Catelin,
est-ce que ce n'est pas un état d'esprit un peu général aujourd'hui au sein des travailleurs, cette sensation de découragement, que ça ne sert à rien? Et qu'est-ce qui est fait justement concrètement pour essayer de démontrer le contraire à ces gens-là, au niveau de la communication, au niveau de ce qui est mis en place? Évidemment, je ne suis pas tout à fait d'accord que c'est un peu l'état d'esprit. Je pense qu'il faut croire en soi-même et avoir la confiance que chacun a ses compétences et peut faire quelque chose et va certainement trouver un travail. Comme j'ai dit, il y a assez de possibilités pour se développer et donc il y a de la place pour tout le monde. Et ça, c'est un fait très important parce que pour le moment, on est encore un peu en période de crise et de l'état d'esprit de la crise, mais quand même, la pénurie va revenir. Et donc, avec cette pénurie, on peut dire qu'on a besoin sur le marché du travail de tout le monde. Et ça, c'est un message quand même assez important, un message positif aussi. Donc, on ne doit pas se laisser faire, on doit quelque part aussi exiger sa place sur le marché du travail. Vous avez proposé, je crois, la création d'un compte formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Eh bien oui, donc un compte formation, pour nous, c'est quelque part l'avenir. Il y a dans la déclaration du gouvernement fédéral, il y a c'est nommé, c'est proposé, et nous attendons avec impatience qu'on va le réaliser. Donc le compte formation, c'est quelque part un compte sur lequel il y a de l'argent, évidemment, parce qu'on parle d'un compte, et donc l'argent vient de l'entreprise où quelqu'un travaille, vient peut-être du secteur où quelqu'un travaille, vient du gouvernement, ou de l'État belge, et puis aussi, ou des régions, et puis aussi éventuellement du travailleur en question. Et donc on veut beaucoup plus mettre le travailleur au volant, parce que pour l'instant, la formation, c'est souvent quelque chose d'obligatoire. Il y a un employeur qui dit à ses travailleurs, vous devez suivre ça, et puis il dit, oui, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Le Belge ne croit pas, il a besoin de formation, et surtout pas de formation continue, de l'apprentissage continu, donc on ne croit pas. Et donc, cette mentalité doit vraiment changer, et on doit faire en sorte que tout le monde commence à avoir envie d'apprendre. Et avec ce compte formation, on veut donc mettre le travailleur au volant qui dit oui, je fais un petit test et je regarde, en fait, je fais une analyse pour voir si j'ai toutes les compétences pour pouvoir travailler demain, digital, autre chose, communication, etc. Et sur base de ça, le travailleur va voir, ou l'individu va voir de ce qu'il a besoin. Et donc, quand quelqu'un peut décider pour lui-même ce qu'il va suivre et où il va suivre ça, ça donne en fait beaucoup plus envie de suivre des formations et d'en cueillir les fruits. Et c'est très important en fait d'avoir plus d'autonomie dans tout ce processus de formation. Il ne nous reste déjà plus que quelques minutes pour ce débat. On aurait encore voulu dire évidemment beaucoup de choses parce que c'est un sujet très, très intéressant, mais j'aurais quand même voulu vous poser une dernière question avant de conclure. C'est une question un peu plus personnelle. Vous êtes CEO de Federgon et tout à l'heure dans la première partie du débat, on entendait l'ancien general manager de Deliveroo donner son opinion sur la situation au sein de la société. Et on sentait vraiment le contraste entre son avis et celui des travailleurs qui vivaient des réalités très différentes. Je me demandais justement, quand on est au sommet de la hiérarchie, est-ce qu'il n'y a pas un danger à un moment donné, justement, de perdre le contact avec les réalités du terrain, de ne plus du tout comprendre ce que vivent les travailleurs à la base? De toute façon, je n'espère pas. Je pense que, et en plus, Federgon est une petite structure. Mais je pense que le fait que le CEO de Deliveroo
à quelque part un peu donner un message qui ne correspond pas à la réalité, c'est parce que le business model qui est derrière ne correspond pas. Et j'étais contente que je voyais la personne, M. Willems de United Freelancers, qui s'occupe de cette cause indépendante quelque part. Donc là, en étant CEO de Fédérbon, je suis derrière le fait que ces gens doivent être aidés. Et j'espère pour moi-même, de toute façon, que je garde tout à fait le contact avec la réalité. Et c'est ce qu'on espère faire avec Fédérbon aussi, c'est d'apporter à tout le monde, et c'est tout le monde du travail, en fait, des solutions pour pouvoir donner une place à tout le monde aussi au marché du travail de demain. Vous insistez d'ailleurs beaucoup, je crois, sur l'adjectif humain dans ressources humaines. Absolument, parce que aussi, c'est pas uniquement, mais aussi suite à cette crise Covid, on s'est quand même réalisé qu'il faut un autre type de leadership, qu'il faut se comporter d'une autre manière, et donc dans les ressources humaines, le mot humain a gagné d'importance, parce que c'est clair qu'il faut absolument traiter les gens d'une manière humaine, avec beaucoup de respect. Et c'est pour ça qu'on croit toujours dans l'idée que tout le monde a sa place sur le marché du travail, et que tout le monde mérite sa place au marché du travail, et qu'il y a de la place pour tout le monde. Et il faut suivre ses compétences pour ça. Très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour ce débat. Madame Catlin, je vous remercie encore de nous avoir rejoints pour y participer, et à bientôt. Et je vais également prendre congé de vous, en vous remerciant bien sûr d'avoir suivi ce débat. Et bien sûr, le Festival Millennium se poursuit, et je vais, pour la conclusion, céder la parole à Sophie, qui va vous parler des prochains rendez-vous. Merci à vous et à bientôt. On va tout péter et A New Shift sont actuellement disponibles sur Sooner. Shift, quant à lui, est disponible sur Ovio via notre site internet festivalmillennium.org. N'hésitez pas à aller vous balader sur la plateforme Sooner pour découvrir tous les films de la programmation du Festival Millennium. De nouveaux arrivent bientôt, le 19 mai. Alors en ce qui concerne les studios débats, nous vous donnons rendez-vous demain pour une discussion autour d'un nouveau film, Stolen Fish. Ce film nous permettra de parler de la surpêche, de la biodiversité et de la présence chinoise en Afrique. N'hésitez donc pas à aller voir le film Stolen Fish sur Sooner, et alors rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour un nouveau studio débat Millennium. When the boat is going, the net is behind, the net will crawl. Anything it collects. Na nyinkulu min jete nyinkulu on batata bake nyinkulu on tata bakono ibuka soto. What 30 boat can fish for a month, the Chinese will come for one day. And I was thinking a lot that if I sell my boat, I then at least try elsewhere like Europe. The mona we end up going. Miyalo kabrin na ta konyo ko wolf wata janan. Adimital. Ini la boyal miyalo na tolbe la vision. Ala la kuol ke boy tata fo dunda. Every end of month, ike bama ki domanden.